J'ai entendu mon mari dire devant tous les invités « Elle ne connaît rien aux affaires, mieux vaut se taire ». J'ai senti mon visage brûler d'embarras alors que tout le monde me regardait avec pitié. Cette nuit-là, alors qu'il ronflait paisiblement, je savais déjà que notre vie allait changer pour toujours. Le lendemain, le téléphone a sonné et une voix féminine a dit « Je dois te parler de ton mari. Je m'appelle Amélie, j'ai 52 ans et je vis à Lyon avec mon mari Michel depuis 25 ans. J'ai toujours été une femme discrète, travaillant comme infirmière à l'hôpital public et prenant soin de notre maison avec zèle. Michel avait une petite entreprise de construction que j'ai aidé à construire à partir de zéro. Quand nous nous sommes mariés, j'ai économisé mes économies et j'ai tout investi dans son entreprise. Il lui a fallu des années de travail en double équipe pour pouvoir se consacrer uniquement à l'entreprise. Je croyais que nous étions une équipe, que tout ce que nous accomplissions serait le nôtre. Pendant toutes ces années, Michel n'a cessé de changer. Au début, il m'a consulté sur les décisions de l'entreprise, m'a demandé mon avis sur les contrats et les investissements. J'ai toujours eu un bon sens des chiffres, même si je suis infirmière. Mais avec le temps, il a commencé à me traiter comme si j'étais stupide, comme si mon opinion ne valait rien. Quand les visiteurs rentraient à la maison, il se faisait un point d'honneur de dire que je n'étais qu'une infirmière et qu'il était le gérant de la famille. Cela m'a fait profondément mal, mais j'ai ravalé ma fierté en pensant que ce n'était qu'une phase difficile. L'entreprise s'est développée et nous avons commencé à avoir une vie plus confortable. Nous avons acheté une maison plus grande, une nouvelle voiture, et Michel a commencé à fréquenter des cercles d'hommes d'affaires plus sophistiqués. J'ai continué à travailler à l'hôpital parce que j'aimais mon métier, mais je me suis rendu compte qu'il avait honte de mon travail. Lors des réunions sociales, il trouvait toujours un moyen de diminuer mon importance. « Amélie s'occupe des malades », m'a-t-il dit avec un sourire qui m'a blessée. Comme si prendre soin des gens était quelque chose de mineur. Le pire épisode s'est produit un jeudi. Michel avait organisé un dîner à la maison pour quelques clients importants et leurs épouses. J'ai tout préparé avec soin, un repas traditionnel français que j'ai appris de ma grand-mère. La table était belle, la nourriture parfaite. Pendant le dîner, ils ont commencé à parler d'investissement immobilier et j'ai commenté que j'avais lu sur une nouvelle réglementation qui pourrait affecter le marché. C'est alors que Michel a explosé. « Amélie, tu ne comprends rien à tout ça. Vous feriez mieux de vous taire et de laisser parler ceux qui comprennent. » Le silence à la table était embarrassant. Les autres femmes me regardaient avec pitié et les hommes riaient doucement. J'ai senti mon visage brûler et mes larmes menaçaient d'exortir, mais j'ai réussi à me contrôler. Cette nuit-là, je me suis allongée sur le lit à côté de lui en faisant semblant que tout allait bien, mais qu'à l'intérieur, quelque chose s'était définitivement cassé. 25 ans de mariage, tous mes sacrifices, tout mon soutien, et il m'a traité comme si j'étais un meuble de la maison, quelque chose qui était là, mais qui n'avait pas de valeur réelle. Je suis restée éveillée toute la nuit à penser à tout ce que j'avais traversé, à toutes les fois où il m'avait diminuée, à toutes les humiliations que j'avais endurées en silence. Le vendredi matin, Michel est parti tôt pour travailler comme d'habitude. J'étais dans la cuisine en train de prendre un café quand le téléphone a sonné. C'était une voix féminine, jeune et nerveuse. « Est-ce que je peux parler à Amélie ? Je m'appelle Sandrine, j'ai vraiment besoin de vous parler de votre mari. » Mon cœur s'est emballé. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans l'entreprise de Michel et qu'elle avait besoin de me dire quelque chose de très important. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café du centre-ville l'après-midi même. Sandrine avait environ 28 ans, les cheveux blonds, très belle. Quand je l'ai vue, mon estomac s'est contracté parce que j'imaginais le pire. Elle était nerveuse, elle s'agitait tout le temps avec ses mains. « Amélie, je sais que ça va être difficile à entendre, mais ton mari détourne de l'argent de l'entreprise depuis 2 ans. Il a créé de faux comptes transfère des sommes sur des comptes personnels que vous ne connaissez pas. » J'ai senti le monde tourner. Elle poursuit « Je suis la comptable de l'entreprise et j'ai tout découvert par hasard. Il m'a forcé à me taire, m'a dit qu'il me virerait si je disais quoi que ce soit. Mais après la façon dont il t'a traité hier au dîner, je ne pouvais plus me taire. » Elle en avait la preuve. Documents, relevés bancaires, virements. Michel avait créé un stratagème complexe pour détourner de l'argent qui était légalement le mien, puisque j'étais associée dans l'entreprise depuis le début. Il me volait depuis 2 ans et je ne m'en doutais même pas. Sandrine m'a montré qu'il avait 2 comptes bancaires secrets et qu'il envisageait d'acheter un appartement à Nice sans rien me dire. « Amélie,
Il a dit aux autres employés que vous n'étiez qu'une infirmière stupide qui ne comprenait pas les affaires. Mais je sais que vous avez investi vos économies dans l'entreprise au début. Vous avez le droit à tout cela. Je suis rentrée chez moi cet après-midi-là avec la tête qui bourdonnait. J'ai regardé Michel d'une toute autre manière quand il rentrait du travail. Il était calme, se plaignant de la circulation, demandant ce qu'il avait pour le dîner. Comme si de rien n'était, comme si je ne m'étais pas humiliée devant des inconnus la nuit précédente. J'ai réagi normalement, mais à l'intérieur, je planifiais mes prochaines étapes. Pour la première fois depuis des années, j'avais des informations qu'il ne savait pas que j'avais. Au cours du week-end, j'ai fait semblant que tout était normal pendant que j'enquêtais davantage. J'avais accès à son ordinateur quand il sortait jouer au football avec des amis. J'ai trouvé des courriels avec des avocats, des documents de propriété dont je ne connaissais même pas l'existence. Michel n'était pas seulement un mari irrespectueux, c'était un voleur. Il volait ce qui m'appartenait légalement et en plus de cela, il me traitait comme si j'étais inférieure à lui. Le lundi, j'ai cherché un avocat sans rien dire à Michel. J'ai pris tous les témoignages que Sandrine m'avait donnés et j'ai expliqué la situation. L'avocat, un homme d'expérience du nom de Monsieur Dubois, est submergé par la quantité de preuves. « Madame Amélie, votre dossier est très solide. Son mari a commis une fraude matrimoniale et commerciale. Vous pouvez demander le divorce avec une demande d'indemnisation et vous pouvez toujours le signaler pénalement. Il m'a expliqué que j'avais droit à la moitié de tout, y compris l'argent que Michel avait détourné. J'ai passé la semaine suivante à rassembler plus de preuves et à organiser ma stratégie. J'ai contacté la banque, demandé des relevés détaillés de tous les comptes de l'entreprise, organisé tous les documents qui prouvaient mon investissement initial. C'était incroyable de voir à quel point j'avais été naïf pendant si longtemps. Tous les signes étaient là, mais j'ai choisi de faire aveuglément confiance à l'homme qui m'avait promis de m'aimer et de me respecter. Le vendredi, exactement une semaine après le dîner humiliant, le moment de vérité est arrivé. Michel était dans le salon en train de regarder la télévision quand j'ai sonné à la porte. Il a trouvé ça étrange parce que j'avais les clés, mais il est allé ouvrir la porte. C'était l'huissier avec les papiers de divorce et de procès. Son visage devint blanquant, il comprit ce qui se passait. « Amélie, de quoi s'agit-il ? Quelle est cette histoire ?» J'étais calme, plus calme que je ne l'avais été depuis des années. « Michel, tu as dit que je ne comprenais pas les affaires, tu te souviens ? Eh bien, j'ai appris quelque chose cette semaine. Je lui ai montré toutes les preuves, tous les documents, tous les récits secrets qu'il pensait que je ne découvrirais jamais. Il a d'abord essayé de le nier, puis il a commencé à crier, il a essayé de m'intimider comme il l'a toujours fait. Mais cette fois-ci, je n'étais pas intimidée. Vous m'avez volé pendant 2 ans, vous m'avez humiliée devant des inconnus, vous m'avez traité comme si j'étais un objet. Maintenant, il va répondre de tout cela devant le tribunal. Le processus a été rapide parce que les preuves étaient irréfutables. Michel a essayé d'engager un avocat coûteux, mais en vain. Il a dû me rendre tout l'argent détourné, me verser une indemnité et partager tous les actifs de l'entreprise. La maison, les voitures, tout a été divisé moitié-moitié comme la loi l'exige. De plus, il a été poursuivi pénalement pour fraude et a dû payer une lourde amende. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la réaction des voisins et des connaissances lorsqu'ils ont entendu l'histoire. Beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire qu'ils savaient toujours que Michel me manquait de respect, mais personne n'avait jamais rien dit. « Amélie, nous avons vu comment il t'a traité et nous avons eu pitié, mais nous n'avons pas su comment intervenir. C'était triste de réaliser à quel point ma situation était évidente pour tout le monde sauf moi. Sandrine est venue me rendre visite quelques semaines après le processus. Elle avait quitté l'entreprise et avait trouvé un meilleur emploi dans une autre ville. Amélie, je tenais à te remercier. Quand vous avez pris votre courage à 2 mains pour l'affronter, j'ai aussi trouvé le courage de sortir de cet environnement toxique. Maintenant, je suis beaucoup plus heureux. C'était réconfortant de savoir que ma décision avait également aidé d'autres personnes. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, ma vie est complètement différente. J'ai acheté un appartement plus petit mais confortable dans le centre de Lyon. J'ai repris mes études 7, je fais une spécialisation en gestion hospitalière. J'ai découvert que j'avais vraiment la tête pour les affaires, comme je l'ai toujours su au fond de mon cœur. À l'hôpital, j'ai été promu superviseur des soins infirmiers et j'adore ce nouveau défi. Le plus important, c'est que j'ai retrouvé mon estime de moi-même. Pendant des années, j'ai cru que j'étais inférieure, que mon opinion n'avait aucune valeur, que je serais reconnaissante d'avoir un mari qui me soutenait.
J'ai découvert que j'étais en fait celle qui soutenait sa vie. Mon travail, mes investissements, mon dévouement, tout cela a construit la vie confortable que nous avions. Il en a profité, et en plus de cela, il m'a manqué de respect. Michel a essayé de me chercher à quelques reprises, après que tout ait été fini. Il a dit qu'il avait changé, qu'il voulait une seconde chance, qu'il reconnaissait ses erreurs, mais j'ai appris que le respect n'est pas quelque chose de négociable. Celui qui vous aime vraiment ne vous humilie pas en public, ne vous vole pas, ne vous traite pas comme inférieur. Le véritable amour est construit sur le respect mutuel et la confiance. Parfois, je rencontre des gens qui vivent des situations similaires à celles que j'ai vécues. Des femmes qui sont diminuées par leur mari, qui acceptent l'humiliation en pensant que c'est normal, qui ont peur de réagir. À ces femmes, je dis toujours « Vous valez plus que vous ne le pensez ». Votre opinion a de la valeur, vos sentiments comptent, vous méritez d'être traité avec dignité. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, et il n'est jamais trop tôt pour fixer des limites. La vie m'a appris qu'il faut parfois traverser la tempête pour découvrir sa propre force. Aujourd'hui, je suis une femme plus forte, plus en sécurité et plus heureuse. Je n'ai pas peur de l'avenir parce que je sais que je peux compter sur moi-même. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Quelques semaines après la finalisation du divorce, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la femme d'un des clients qui dînait cette nuit fatidique. « Amélie, je peux te poser une question ? Comment avez-vous eu le courage ?» Elle m'a dit qu'elle vivait dans une situation similaire à la mienne, que son mari la rabaissait constamment devant les autres. Après avoir appris ce qui t'était arrivé, à toi et à Michel, j'ai commencé à me poser des questions sur ma propre vie. Je ne veux plus vivre comme ça. J'ai réalisé que mon histoire inspirait d'autres femmes à repenser leur vie. J'ai commencé à recevoir des messages au travail, des amis éloignés sont venus me voir pour me parler. Une collègue à l'hôpital m'a dit « Amélie, tu as toujours été forte, mais maintenant tu brilles différemment. Il y a une lumière dans tes yeux que tu n'avais pas avant. » C'était vrai. Pour la première fois depuis des décennies, je me suis sentie complètement seule. Le processus de reconstruction n'a pas été facile. Il y avait des nuits où je me réveillais effrayée en pensant aux années que j'avais perdues, autant que j'avais perdu à accepter des miettes de respect, mais j'ai appris à transformer cette colère en carburant. Chaque document que j'ai organisé pendant le procès, chaque élément de preuve que j'ai rassemblé contre Michel, était un pas vers ma liberté. C'était comme si j'étais en train de reconstituer le puzzle de ma propre vie. Une chose qui m'a surpris, c'est de découvrir combien de personnes admiraient ma profession. Après ma séparation, j'ai commencé à assister seule à des événements sociaux et les gens me montraient toujours du respect quand je disais que j'étais infirmière. Quel noble métier, Amélie! Combien de vies avez-vous déjà dû sauver? C'était tout le contraire de ce que Michel a toujours dit. Il m'a fait croire que mon travail n'avait aucune valeur, alors qu'en fait, c'est l'une des professions les plus respectées qui existent. À l'hôpital, mon nouveau poste de superviseur m'a apporté des responsabilités que j'aille assumer avec enthousiasme. Je gère une équipe d'une quinzaine d'infirmières et des techniciens. J'organise les horaires, je prends des décisions importantes sur les procédures. J'ai découvert que j'avais un talent naturel pour le leadership. Les médecins me respectent, le personnel fait confiance à mon jugement. C'est incroyable, comme j'ai toujours eu ces compétences, mais Michel m'a fait me sentir incapable. Mon nouvel appartement est devenu mon refuge. Elle est plus petite que la maison où je vivais avec Michel, mais c'est la mienne. Chaque meuble a été choisi par mes soins, chaque couleur sur le mur reflète mon goût. Pour la première fois en 25 ans, je peux décorer un espace comme je l'aime sans entendre de critiques ou de commentaires sarcastiques. J'ai des plantes sur le porche, des livres éparpillés dans la pièce et un silence qui est de la musique à mes oreilles. La chose la plus intéressante a été de découvrir des passe-temps que j'avais abandonnés. J'ai recommencé à peindre des aquarelles, quelque chose que j'adorais faire avant de me marier. J'ai commencé des cours de danse, je me suis inscrite à un cours d'italien. Michel a toujours dit que c'était une perte de temps, que je devais me concentrer sur le fait d'être une bonne épouse. Maintenant, je comprends qu'il avait peur de mon indépendance. Plus je grandissais en tant que personne, plus il serait difficile de me contrôler. Sandrine et moi avons développé une véritable amitié. Elle me rend visite régulièrement et me dit toujours à quel point je suis différente. « Amélie, tu as rajeuni 10 ans. Il a une énergie qui infecte ceux qui l'entourent. C'est vrai que je me sens plus jeune. Lorsque vous cessez de porter le poids d'une relation toxique, c'est comme si vous enleviez un sac à dos en pierre de votre dos.
Michel a tenté désespérément de me reconquérir. Il s'est présenté 2 fois à l'hôpital, m'a envoyé des fleurs le jour de mon anniversaire, a même cherché ma sœur pour essayer de me convaincre de lui donner une seconde chance. Il a dit qu'il avait appris sa leçon, Amélie, qui reconnaît toutes les erreurs. Mais j'ai appris que les gens qui changent vraiment n'ont pas besoin de mendier pour avoir des chances. Ils changent simplement et respectent les conséquences de leurs actions précédentes. Pendant le cours de spécialisation, j'ai rencontré d'autres femmes professionnelles incroyables. Des médecins, des administrateurs, des chercheurs. En discutant avec eux, je me suis rendu compte à quel point Michel avait créé une bulle autour de moi pour me faire sentir inférieure. Dans le monde réel, les femmes intelligentes et compétentes sont la norme, et non l'exception. J'ai toujours été l'un d'entre eux, j'étais juste aveugle à mes propres capacités. Un soir, j'ai organisé un dîner dans mon appartement pour des collègues. J'ai préparé un menu traditionnel français, le même que celui que j'avais préparé cette terrible nuit avec Michel. Mais cette fois-ci, quand j'ai parlé de la gestion de l'hôpital, des nouveaux protocoles que je mettais en place, tout le monde m'a écouté avec attention et respect. Personne ne m'a dit de me taire. C'étaient les mêmes connaissances, les mêmes capacités, mais dans un environnement où j'étais valorisée. Aujourd'hui, quand je passe par la rue où se trouvait mon ancienne maison, je ressens un mélange de nostalgie et de soulagement. Nostalgie des bons moments qui existaient réellement au début du mariage et soulagement d'avoir eu le courage de sortir d'une situation qui me détruisait intérieurement. Parfois, je me demande combien de temps j'aurais tenu si Sandrine ne m'avait pas appelé ce jour-là. Peut-être des années. Peut-être toute une vie. La justice poétique de mon histoire, c'est que Michel travaille maintenant dans une plus petite entreprise, a perdu plusieurs clients qui avaient entendu parler du processus et n'aimaient pas sa conduite. J'ai entendu dire qu'il était en difficulté financière et qu'il avait dû vendre l'appartement à Nice qu'il avait acheté avec l'argent qu'il m'avait volé. Je ne prends pas plaisir à ces problèmes, mais je reconnais que les actions ont des conséquences. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous reconnaissez votre propre situation ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, écrivez « New Force » dans les commentaires. Parfois, un mot de soutien peut être le coup de pouce dont une personne a besoin pour changer sa vie. Ne sous-estimez jamais votre capacité à recommencer.